Je viens de tomber sur une très grande maison complètement abandonnée au milieu des bois. Mais ça donne une impression, ça m'a fait un grand choc en la voyant, je ne m'attendais pas du tout à ça. L'urbex est une pratique dangereuse et illégale et je n'encourage pas à la reproduire. Le lieu de mon exploration est excessivement dangereux et pourrait mettre votre vie en péril. Bien, nous voici les amis proches de cette maison qui se trouve en plein milieu de la forêt. Et l'on aperçoit ici, je ne sais pas si c'est une dépendance. En tout cas, une grande maison, sans doute peut-être une grande villa ou un hôtel. Alors nous allons découvrir tout ça et ensuite nous mènerons l'enquête pour trouver un peu plus d'informations. Dans tous les cas, un sentier magnifique qui, avec le soleil, magnifie cet endroit. Alors évidemment, c'est quelque chose que je surveille de près, la météo, afin de pouvoir faire les plus belles images. Alors, on va essayer de trouver, alors là, ici, pas mal d'anciennes constructions. D'anciens murs à travers la forêt. La forêt est en réalité quadrillée de petits murets magnifiques. Les mousses et les fougères recouvrent tout ça. Ces sous-bois sont superbes. Bien, nous allons essayer de descendre par ici, en évitant de glisser. Alors ça va, c'est pas très humide. Pas très humide, donc beaucoup plus facile d'accès. Toujours l'impression de voir un animal.
assez incroyable, hein. Malgré l'édifice en état de ruine, on se rend compte que il y avait sans doute ici quelque chose de bien de très beau, avec cette ancienne verrière, cette petite rotonde. Je pense que ben, ça me trompait, que c'était un édifice avec beaucoup de classe. Alors je vais pas vous la raconter, hein. J'ai fait ma petite enquête sur le sujet. On va quand même explorer, on va faire mini urbex sans prendre de risques, puisque moi j'aperçois tout de même des interdictions de rentrée. L'édifice a l'air très, très fragile, il ne reste plus que des murs assez hauts, et donc qui pourraient à tout moment s'écrouler. Donc j'ai pas vraiment envie de prendre une pierre sur la tête. D'où la présence du drone. Alors, il y a beaucoup de végétation, donc je ne sais pas si on va pouvoir le faire voler. En tout cas, l'idée était de pouvoir le faire rentrer dans l'édifice afin d'avoir une plus grande visibilité, se rendre compte un petit peu aussi par une vue aérienne de l'édifice, de l'intérieur et puis de sa surface au sol. On va voir, je ne sais pas si on va pouvoir le faire voler. Avec la quantité d'arbres tout autour de l'édifice et la densité de la végétation à l'intérieur de la bâtisse, il m'était impossible de faire voler le drone. Cet édifice, je vais vous raconter donc l'histoire, est un ancien hôtel. Nous allons juste le découvrir sans trop savoir de quoi il retourne. Très impressionnant, en tout cas, le volume est conséquent. Lorsque nous avons la possibilité d'avoir un historique des lieux, bien sa dimension un petit peu mystérieuse de l'urbex disparaît au profit de l'histoire des vivants, finalement, qui nous racontent souvent bien plus qu'une simple exploration du lieu en lui-même. Bien, on voit que l'édifice est mis à mal, complètement coupé en deux, avec des murs, des parties de murs qui se sont écroulées. Bon, je m'avance prudemment. Le reste d'une très belle mosaïque au sol. Une partie des piliers en fer, assez bien, ben, finalement assez bien conservés. Et puis toute l'armature des vitres qui sont toujours là, avec la petite coupole. Beaucoup de charme, hein. Quel dommage.
Bon, là, c'est carrément écroulé. Tout s'est absolument effondré ici. On voit au fond la deuxième rotonde. Nous allons essayer d'en faire le tour. Voilà, je ne reste pas plus longtemps. Ça peut être effectivement très dangereux. L'édifice est complètement ravagé. Et on devine une belle architecture néanmoins. Ici une cheminée, tout a dégringolé. Le reste d'un ancien poêle.
quelques céramiques ici qui restent encore collées. On voit bien toute la structure, la brique, le fer. Je pense que ça devait être vraiment superbe. Un édifice magnifique. Alors évidemment, c'est la première fois que je fais ce genre de choses, ce genre d'urbex. Mais c'est vraiment pour... cela va me servir à raconter cette histoire, l'histoire du lieu. Évidemment, il ne faut absolument pas faire ce genre de choses, hein. Il ne faut pas faire de l'urbex. C'est interdit et dangereux, surtout très dangereux. Donc je vais revenir à l'extérieur et vous raconter un petit peu l'histoire de cet hôtel. Bien, nous voici à Luchon, connu pour les bienfaits de ses eaux thermales. Luchon l'était également pour ses cures de terrain, qui consistaient à envoyer les curistes aux nombreuses sources sur les hauteurs de la ville. D'après ce que j'ai pu trouver comme information, il s'agissait au départ d'un petit restaurant tenu par Madame Talazac de Trébons, un petit village à côté. Alors ce succès ne passait pas inaperçu et c'est en 1890 que Lucien Kahn, banquier parisien, rachetait la chaumière associée à Joachim Estrader pour remplacer le petit chalet par un hôtel somptueux et de le relier au parc thermal par un funiculaire. Les travaux commencèrent en avril 1892, mais le versant de cette montagne était parsemé de sources. La tranchée ouverte au travers rendit le terrain très instable et provoqua un glissement de terrain qui arrêta les travaux pendant près d'un mois. Alors je vous renvoie à la vidéo nocturne où je me suis rendu compte dans la nuit, grâce à ma caméra thermique, de la température de l'eau ruisselante que l'on trouve dans ce bosquet. On peut distinguer effectivement une partie de l'eau ruisselante qui est à une certaine température. La température, je crois, qui est affichée est à 18 degrés. Donc c'est une eau qui coule sur les pierres, mais qui vient vraiment de la montagne. Le 1er septembre 1893, l'hôtel de la Chaumière était inauguré en grande pompe. Alors dans la grande salle de restaurant vitrée fut servi un repas fastueux, suivi d'un bal animé jusqu'au petit matin par un orchestre. Alors après cette fabuleuse inauguration, les travaux du funiculaire se poursuivent sans encombre jusqu'en mars 1894. En avril arrivent les 2 voitures construites par la Société des constructions mécaniques de Vevey en Suisse, d'après les plans de l'ingénieur Jules Blanc. C'est un ingénieur, constructeur et mécanicien français. Parlons de ce système du funiculaire complètement innovant pour l'époque, puisque Luchon sera une des premières stations à adopter ce système. À câble et crémaillère qui fonctionnait grâce à un contrepoids d'eau, les wagons pouvaient convoyer 10 personnes assises dans 3 compartiments qui étaient reliés par un câble. On chargeait d'eau le fond du wagon supérieur, ce qui le faisait descendre
tandis que l'autre, lui, était délesté et remonté. Chaque extrémité du câble est attachée à une voiture, l'une montant, l'autre descendant. Le câble s'infléchit sur une poulie au sommet du plan. Les voitures portent une caisse à eau sous leur plancher. À la station supérieure, on remplit d'eau la caisse de la voiture qui va descendre. Elle entraîne la voiture montante et la vitesse est modérée à l'aide d'un frein à crémaillère. Lorsqu'on dispose d'une quantité d'eau suffisante et que les charges à remorquer ne sont pas très considérables, ce système est évidemment le plus simple et le plus économique. Le frein à crémaillère permet de régler alors convenablement la vitesse de marche. Avant 1893, le freinage à pince agissant directement sur le rail de roulement extérieur n'existait pas. On utilisait donc généralement une crémaillère de type Riggenbach ou Strub. Une roue dentée présente sur chaque véhicule engraine le rail à crémaillère. Elle est équipée de 2 couronnes situées de part et d'autre sur lesquelles viennent frotter des sabots pour actionner le freinage. Donc le système était utilisé sur les funiculaires à contrepoids d'eau, en dehors des freinages d'urgence, pour réguler la vitesse des véhicules à la descente. Donc ce type de voie de chemin de fer de montagne était la première des Pyrénées. La vogue de ces aménagements avait démarré en Suisse dans les années 1870 et ce funiculaire a servi l'hiver de remonte-pente aussi pour les premiers skieurs à partir de 1908. Il a fonctionné de manière hydraulique jusqu'à 1954. D'ailleurs, Luchon se distinguera toujours par ses innovations en termes de remontée mécanique, funiculaire, train à crémaillère, jusqu'à aujourd'hui avec une crémaillère express. Un ascenseur valéen de 10 places par cabine qui permet de transporter des usagers, des vélos, des personnes à mobilité réduite sur un dénivelé de 1440 mètres d'altitude. Et ceci en 8 minutes jusqu'au plateau de Superbannière. Je ne parle même pas de la venue à Luchon en 2025 d'un train unique en France, puisqu'il s'agira d'un train à hydrogène qui remettra totalement la ville de Luchon au centre de l'innovation technologique en France. Au tout début du XXe siècle, un projet de prolongement du funiculaire vit le jour afin de rejoindre le plateau de Superbannière. Mais les pentes abruptes et le faible débit d'une pareille installation força son abandon au profit d'un chemin de fer à crémaillère, mais ceci est encore une autre histoire. En 1906, le funiculaire transporte ses premiers skieurs. Il s'élance depuis l'hôtel pour rejoindre l'esplanade des thermes Chambert qui se trouve en bas. La compagnie des chemins de fer et hôtels de montagne des Pyrénées racheta l'ensemble de la chaumière et devint le gestionnaire. En 1914, avec le début de la Grande Guerre, le funiculaire est arrêté et ne tournera que ponctuellement durant le conflit. Durant la période, pendant l'entre-deux-guerres, la chaumière retrouve par contre sa fréquentation mondaine. En 1939 et 1945, l'exploitation était également réduite, l'entretien de l'infrastructure était quasiment inexistant. À la reprise des circulations, le manque de réparation des 2 voitures se faisait ressentir, notamment avec des arrêts intempestifs en pleine ligne. À cause de la corrosion, les cuves à eau des voitures se vidaient en pleine ligne. Et en arrivant au point d'équilibre, l'installation s'arrêtait. Il était alors nécessaire de faire intervenir les pompiers de Luchon pour évacuer les 2 voitures. C'est ainsi que le remplacement du funiculaire est décidé en 1954 au profit d'un système électrique. En 1955 est inauguré le funiculaire électrique. Le côté pittoresque, évidemment, n'y est plus. Ce n'est pourtant pas cela qui va rebuter les visiteurs et les affaires de la chaumière repartent. En 1966, l'hôtel-restaurant et le funiculaire trouvent un nouveau propriétaire qui s'empresse de redynamiser l'affaire en y installant un zoo où l'on pouvait voir entre sanglier et otarie, le mythique ourson des Pyrénées. Malheureusement, la gloire ne dura que 3 années. Le dimanche 28 septembre 1969, la chaumière accueillait ses derniers clients. Et 5 mois plus tard, en février 1970, les nouveaux propriétaires devaient fuir l'hôtel en pleine nuit, dégradé par l'humidité et par le mouvement permanent des sols du bosquet des terres. Le mur soutenant la façade principale de l'hôtel s'effondre, rendant l'ensemble de la structure très instable et dangereuse, interdisant toute reprise de l'activité. Et donc, par manque de moyens, les propriétaires durent se résoudre à vendre. L'ensemble était racheté pour 150 000 francs de l'époque. Alors, le nouveau propriétaire ne fait aucun investissement. L'hôtel est ainsi laissé à la merci des visiteurs et des intempéries. Le 14 juin 1977, après
7 années d'abandon, l'hôtel est incendié en pleine nuit, ne laissant que ruines et désolation d'un des plus beaux hôtels des Pyrénées. Depuis, la chaumière est figée au milieu du bosquet des Thermes. La nature, comme nous l'avons vu, reprend lentement ses droits, grignotant peu à peu les vestiges d'un établissement de premier ordre qui fit durant des années la gloire des nuits du Chaumes. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et conclut cette découverte, mais aussi les quelques questions sur les eaux chaudes découvertes en pleine nuit dans une vidéo précédente qui s'appelait Nocturne. Vous l'aurez en lien. N'hésitez pas à commenter, très important pour moi, ainsi de liker. Si ce genre d'histoire vous intéresse, eh bien dites-le en commentaire, partagez et pensez à vous abonner pour les nouveaux venus. Alors vous avez un lien aussi Tipeee que je laisse en description, car même si vous donnez qu'1 €, c'est quelque chose qui me permet de renouveler le petit matériel. Grâce aux dons de 2 personnes sur Tipeee sur 2023, eh bien j'ai pu acheter un nouveau pied pour ma caméra et 2 câbles adaptateurs. Eh bien, l'ancien pied s'était cassé lors d'une chute. Alors, donc, merci à eux deux pour leur soutien. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle découverte insolite.